Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan culturel du mois d'avril. J'ai vu beaucoup de films, j'ai lu beaucoup de livres également. J'ai également vu une expo. J'ai eu un mois riche en émotions que je vais vous partager ici. Donc prenez un café, tout comme moi, je vais aller m'en refaire un et on va débuter la vidéo avec les films. Je suis allée voir De Grandes Espérances, un film avec une actrice que j'adore, qui s'appelle Rebecca Marder, dont je vous ai déjà parlé dans le mois précédent avec Mon Crime, que j'ai adoré. Dans De Grandes Espérances, on n'est pas du tout sur le même registre. On va être face à une comédie dramatique, thriller, je ne saurais pas comment le classer. C'est un film français où on va suivre deux jeunes qui sont passionnés de politique et qui tentent le concours de l'ENA. Ils sont tous les deux admissibles. Ils sont brillants. La fille l'est vraiment beaucoup. Il y a quelque chose où la relation n'est pas égale entre les deux, au sens où la fille est vraiment dans l'excellence pure, mais est plus une figure de transclasse. Derrière va se jouer des jeux de manigance, de place dans la société, de meurtre, parce qu'ils sont en vacances en Corse, un été, et en doublant un Corse, va arriver un drame. Ils vont vivre avec ce poids sur la conscience. Ça va totalement changer leur relation, qui devient de plus en plus délétère. Ils vont se séparer. Et elle va prendre un poste avec quelqu'un qui est en lien avec son ancien fiancé, avec qui elle a vécu ce drame. Je pensais plus accrocher. Je pensais que le charisme de Rebecca Marder allait faire tout. C'est un peu le cas. Mais en tout cas, j'ai été un petit peu déçue. Ensuite, j'ai vu au cinéma Le Bleu du Cafetan, dont la machine infernale sur Instagram, dont Capucine, avait parlé. C'était son coup de cœur de Cannes. On va suivre un homme qui est marié depuis bien longtemps. Il est tisserand. Des femmes viennent le voir pour lui commander des parures, des robes. Et un jour, il y a une femme qui va lui demander du tissu, mais qui est très cher, qui est vraiment le plus beau tissu qui puisse être, et qui est bleu, couleur caftan. Et ça va se tourner beaucoup autour de cette parure que toutes les femmes veulent avoir, mais il n'y a que ce tissu, que cette pièce-ci, parce que le tissu est unique. Ce n'est pas de la fast fashion. Et en parallèle, on va voir l'homosexualité qui est cachée, qui est sue de la part de la femme, au fur et à mesure, par le mari, avec l'un de ses apprentis. Là encore, j'ai moins accroché que ce que Capucine m'en avait dit. Je ne sais pas pourquoi, je trouve que c'était un peu long. C'était beau. Il y avait des couleurs sublimes. Encore une fois, cette couleur caftan qui est omniprésente, ces couleurs chaudes. Mais il y a quelque chose qui m'a laissé à distance, malheureusement. Ensuite, j'ai vu Je verrai toujours vos visages, qui est donc le film dont on a beaucoup entendu parler, notamment avec Leila Bekti, avec Adèle Exarchopoulos. Et on va suivre un processus qui a été mis en place il y a quelques années, qui s'appelle la justice restaurative. La justice restaurative, c'est partir du fait qu'un coupable qui a été jugé, qui a été découvert pour un méfait, que ça soit un vol, en allant jusqu'à l'inceste par exemple, peut, avec la justice restaurative, se racheter en quelque sorte. J'avoue que j'ai eu beaucoup d'avis dithyrambiques, me disant que c'était un film génial. Et j'ai eu un avis négatif. J'avoue que moi je partais en me disant ça a l'air d'être un film assez excellent tout de même. Il y a des actrices que j'aime beaucoup. Le sujet peut être extrêmement bien traité. Tout au contraire, il peut l'être aucunement. Tout simplement parce que là, on va parler de personnes qui ont commis des braquages dans des épiceries ou dans des maisons. Mais connaissant mes valeurs, c'est-à-dire par exemple le féminisme, les problèmes qu'on a quand on est une femme, le harcèlement dont on est victime continuellement, vous pouvez pas me dire
que c'est la même chose. Et il y a certains points re-questionnés. Pour autant, je pense que quand je suis devant les faits, je pourrais jamais voir quelqu'un qui fait des viols en série, qui fait des meurtres en série, qui commet l'inceste d'une façon différente que celle que j'avais auparavant. Alors c'est un très bon film. Je trouve qu'il y a des silences qui sont mis au bon endroit. Je trouve qu'il y a aussi l'importance du lien qui est créé parce qu'on va suivre un groupe de personnes entre victimes et détenus qui vont partager leurs ressentis, qui vont dire voilà, vous êtes un enfoiré, vous avez gâché nos vies, moi je peux plus me lever le matin, je peux plus rien faire dans ma vie et c'est à cause de vous. Et c'est important d'avoir ces discours-là et c'est important aussi de voir la raison pourquoi ces garçons l'ont fait. J'avais peur que ça soit très tire-larme, il y a des aspects où ça l'est un peu, mais ça se rattrape. Je trouve que Leila Bekti est très douée, que Adèle Exarchopoulos est excellente dans ce rôle. Pour le coup, Adèle Exarchopoulos, elle est dans une intrigue parallèle où elle sait que son frère, dont elle a été victime des attouchements lorsqu'elle était adolescente, sort de prison. Elle va voir la justice, elle leur dit « Je ne veux pas qu'on se croise alors qu'on est dans la même ville. Voilà la liste des lieux que je fréquente. Je lui demande de ne pas y aller. Je lui demande de ne pas aller à tel endroit, tel jour de la semaine. » Lui, il va être contacté à la suite. Il va lui faire son retour. Il va être choqué. Mais on va suivre tout ce parcours, tout ce qu'elle a dû affronter au cours de sa vie après avoir été victime, alors que lui était déjà derrière les barreaux. Là où on l'a cru à l'époque, elle se sentait quand même coupable parce qu'elle avait ce poids de sa famille sur la conscience, sachant que son frère était en prison. C'est un film qui m'a plu, donc je fais partie de cette grande majorité. Et si vous l'avez vu, je veux bien votre avis, je veux bien qu'on en discute. Ensuite, j'ai vu plusieurs films sur les plateformes. J'ai enfin vu Nightmare Alley. Là, on va suivre un jeune homme qui va entrer dans une compagnie de cirque et il va être plus ou moins commis. Au début, il va faire de petites tâches, en petites tâches, en petites tâches. Et il va monter en grade jusqu'à quitter cette troupe. Il va se mettre à boire, il va se mettre à fumer, il va avoir du mal à mener sa vie et il va y avoir des destins croisés. Et la fin, malgré la longueur du film, en vaut tellement la peine. Je pense qu'on est vraiment fan ou qu'on déteste cette fin et de ce fait le film en entier, mais j'ai trouvé ça incroyable. C'est un film de Guillermo del Toro qui avait déjà réalisé La forme de l'eau que j'avais beaucoup aimé, mais celui-ci je trouve qu'il en vaut vraiment la peine. On est toujours très très bien servi avec son cinéma et celui-ci ne fait pas exception. J'ai vu grâce à la plateforme 3 couleurs qui met en valeur le cinéma d'art et d'essai, Asako 1 et 2. C'est un film asiatique comme le nom l'indique. Asako, c'est le nom de la jeune étudiante qui habite à Osaka. Elle est depuis toujours amoureuse de Baku, qui est un jeune homme extrêmement beau, mais qui est assez fantasque et imprévisible. Un jour, il disparaît totalement. Elle comprend pas ce qui s'est passé et elle est dans une torpeur incroyable. Elle quitte Osaka, elle est allée s'installer à Tokyo à la suite je crois, et 2 ans plus tard elle rencontre un homme qui lui ressemble vraiment étonnamment. Elle va se lier d'un amour sans faille pour cet homme, quasi uniquement à cause de sa ressemblance avec Baku. Ça va être toute la poésie de ces films asiatiques que j'aime. C'est un film japonais, c'est encore plus doux que ce qu'on peut voir en règle générale. C'est exactement ce qui a réussi à me toucher là où j'avais détesté, je m'étais même endormie devant Contes du hasard et autres fantaisies. C'est un film qui est sorti en 2018. Je pensais qu'il était plus âgé. Il a même été sélectionné à Cannes. Si vous avez l'occasion de le regarder, je vous le conseille grandement parce qu'il vaut vraiment le coup. Je trouve peu de cinéma asiatique qui me touche à ce point. J'ai encore vu du cinéma asiatique, j'ai vu Drive My Car. On va suivre un metteur en scène de théâtre qui doit s'occuper de la mise en scène d'une pièce qu'il connaît par cœur au sein d'un festival. Au sein de ce festival,
tous les artistes sont obligés d'avoir des chauffeurs. Lui a une voiture à laquelle il tient beaucoup et à la base il ne veut pas être conduit. Mais il est bien obligé de se plier aux exigences des organisateurs. On lui confie donc le meilleur conducteur qui s'avère au final être une femme. Ce qui a un sens extrêmement différent dans les représentations en Asie. La femme est une femme extrêmement émancipée, c'est une jeune femme, donc il est assez troublé du fait que ça soit elle qui soit la meilleure chauffeur. Au fur et à mesure du temps, là où les relations sont très distancées, ils vont se rapprocher à travers les voyages, à travers les découvertes, les dialogues, les écoutes d'une cassette qu'il passe en boucle, qui est le texte qu'il répète, qu'il connaît par cœur, qui est un enregistrement avec sa femme qui est décédée. Le film est extrêmement long là encore. Je crois que les Asiatiques ont le chic pour faire de longs films, mais il valait là encore le coup. J'ai regardé en plusieurs fois le film parce qu'il est encore une fois extrêmement long, il fait près de 3 heures. Premier soir, j'arrête là où je voulais, je m'arrête et sans m'en rendre compte, eh bien je n'avais passé que la première partie du film et je ne m'étais aucunement ennuyée. Il n'y a pas de scène de suspens où on s'ennuie, où c'est trop lent. La longueur est justifiée ici. C'est pas le cas de tous les films qui font 3 heures ou 2 heures et demie. Mais celui-ci en vaut la peine et je vous le conseille grandement. On en a beaucoup parlé et a raison. Le dernier film dont je vais vous parler pour le mois d'avril, il s'agit de Chronique d'une liaison passagère. J'avais détesté du même réalisateur Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. J'ai trouvé ça mauvais. Là, je redoutais. Et j'avoue que j'ai un peu regardé par curiosité et par envie de casser du sucre sur le film également. Mais il s'avère que ça m'a beaucoup plu. On va suivre 2 personnes. L'une est mariée, il s'agit de l'homme, et la femme est célibataire. Elle a un enfant. Lui est bien engagé dans sa vie, il a des enfants, il est père de famille, il a son métier. Initialement, ils n'ont pas envie de se mettre ensemble, ils ont juste envie d'avoir une amourette de passage dans leurs âges. Et au fur et à mesure, l'homme va tomber éperdument amoureux de la femme, là où elle reste toujours très lointaine. Et elle n'a pas forcément envie de s'engager dans une réelle relation amoureuse au-delà du physique. Et un soir, ils vont décider de recourir à un de leurs fantasmes. Et ça va totalement changer de ton. Et j'ai adoré. Je me suis dit, c'est exactement ce qu'il fallait. C'était vraiment un retournement de situation génial. Et il est tombé quasi dans le burlesque. C'était le retournement que j'attendais. J'ai encore beaucoup de choses à vous évoquer, notamment les livres, mais j'ai terminé pour les films. Je vous parle juste de la série. J'ai regardé la première saison d'une série qui s'appelle Love Life. C'est une série qui est présentée par OCS ou HBO, donc disponible sur Canal et la plateforme OCS. On y suit dans la première saison une femme qui est jouée par Anna Kendrick. Anna Kendrick, c'est une femme qui a du mal au sein des relations. Ça m'a un peu fait penser dans le ton à Love Sick, qui est une série anglaise dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo que j'ai adorée, qui fait partie de mes séries préférées. Là, on va suivre une femme qui traverse chaque relation dans chaque épisode. Vraiment de la même manière que Love Sick. C'est un ton états-unien, mais on voit à quel point ces relations sont défaillantes. On va voir la difficulté qu'elle a au sein de ses relations, à quel point elle a du mal à s'attacher, à rester avec quelqu'un, à quel point elle tourne toujours autour de garçons qui ne sont pas stables émotionnellement. J'ai beaucoup aimé, je l'ai dévoré. Si vous avez aimé des sitcoms assez analogues, je vous la conseille grandement. Je suis actuellement dans la 2e saison qui se concentre pas sur le même personnage. Là, pour le coup, ça me plaît un peu moins. Il me semble que c'est l'acteur William Jackson Harper qui est également dans The Good Place. Là, il est un peu moins plaisant, je trouve. Il a toujours cette figure d'homme un peu lettré, mais vraiment plus ou moins détestable. Au niveau des livres, j'ai commencé le mois avec un livre de Modiano qui m'a peu plu, qui s'appelle Vestiaire de l'enfance, où Modiano va repasser sur des scènes d'amour,
d'adolescence, de la naissance, des questionnements de l'intime, des sentiments et des allers-retours entre Paris et le Sud et une relation. Je me suis ennuyée, j'allais au fur et à mesure des pages et je me disais mais où est-ce qu'il veut en venir? Ça m'a laissé à distance, c'est pas forcément un livre que je vous recommande. Ensuite, là pour le coup ça a été tout l'inverse et j'ai lu un Q84 de Murakami, le premier tome. J'avais un peu peur, je me suis dit c'est tout ou rien là encore et j'espère vraiment aimer. C'est donc tiré de 1984, l'un des livres préférés de beaucoup, qui est le symbole de la dystopie à l'état pur, qui est pas sur le même ton, qui est aussi écrit par un asiatique, donc c'est pas du tout la même idée, la même atmosphère que la langue anglaise, et c'est pas du tout la même époque. Dans un Q84, il y a une trame narrative qui est entre Aoname et Tengo. Aoname, c'est donc la jeune femme, Tengo, c'est l'homme, plus ou moins avancé. La jeune femme, on va la rencontrer dès le premier chapitre. Elle est en taxi et elle doit se rendre à un rendez-vous extrêmement important de l'autre côté de la ville, dans un lieu un petit peu éloigné. Et son chauffeur de taxi va lui donner un raccourci qui passe sous le périph' et qui lui permet de rejoindre l'endroit où elle doit aller. Elle traverse donc en dessous de la route et elle arrive dans un endroit différent, très étrange, du monde qu'elle connaît. Il y a notamment 2 lunes. Elle va devoir se faire avec tout ça, elle va rencontrer des hommes, elle va rencontrer des femmes. En parallèle, on va suivre la vie de Tengo, qui est professeur de mathématiques, qui est lecteur chez un éditeur, qui n'a pas encore réussi à accomplir son œuvre. Ça fait des années qu'il essaye d'écrire un livre, ça n'arrive pas. Jusqu'au jour où on lui demande de faire la réécriture du manuscrit qu'il va recevoir, qui s'appelle La chrysalide de l'air. Le manuscrit est assez maladroit, il y a plein de choses qui vont pas. Ça a été écrit par une jeune femme qui souhaite rester anonyme. Il va finalement être acclamé, adoré, finir devant les prix littéraires de la scène japonaise. Au sein de ces 2 histoires va se recouper une secte qui parcourt le récit. Comment vous dire que c'était le premier tome et que j'ai l'impression d'avoir passé une période de ma vie avec eux. C'est pas pour rien que les tomes sont répartis sur plusieurs mois. Il y a tout cet aspect de la secte qui est omniprésent sans qu'on ne s'en rende compte au début. On finit en symbiose à la fin. J'ai hâte de lire la suite. C'est assez fou, il me semble vous en avoir parlé dans un vlog. Je reste vraiment conquise par ce premier tome et j'ai hâte de voir ce que donneront les autres. En avril, a aussi signé la prise de ma carte de bibliothèque de Paris, où j'ai pu lire Amalia, qui est donc une bande dessinée de Aude Picot, dont j'avais déjà lu Idéal le standard et dont je vous avais parlé dans un bilan culturel. On va suivre une femme au bord du burn-out. Elle doit s'occuper de sa fille qui est toute petite. Elle doit supporter sa belle-fille qui est obnubilée par l'apparence, par les youtubeuses beauté, donc ça m'a fait vraiment rire. Elle est coach, on lui demande toujours plus au sein de son entreprise. Elle est totalement épuisée par la ville. Un jour, ils vont être face au burn-out de Amalia. Ils vont commencer à prendre soin d'elle. Elle va commencer à créer une réelle relation avec sa belle-fille. C'est là où la BD a été plaisante. Ils vont même finir dans une tiny house à un moment. C'était chouette. Là encore, c'était une bande dessinée de Aude Picot que j'ai appréciée. Mais ce n'est pas forcément les bandes dessinées qui me plaisent tout de suite. Après, je trouve que les thématiques sont très liées entre Idéal Standard et celui-ci. Donc si vous voulez lire des bandes dessinées au sujet du burn-out, je pense que vous pouvez la prêter à quelqu'un qui connaît tous ces sujets, qui les traverse. Et ça permet de prévenir plutôt que guérir. Ensuite, j'ai enfin lu Charlotte de Funkinos, dont je vous ai parlé dans un vlog et dont j'avais déjà parlé en story. C'est un livre où on va suivre le parcours de la réelle peintre Charlotte Salomon. C'est une peintre qui a la particularité d'être décédée à Auschwitz et elle était enceinte à l'époque. Elle a été déportée
Elle a dû venir en France à cause du nazisme. Elle a essayé de survivre tout au long de sa vie. Elle est allée de pays en pays parce que elle a dû échapper à l'armée allemande. Et on va parcourir sa vie, son envie de peindre, les problèmes qu'elle rencontre parce qu'elle veut rentrer à l'Académie des Beaux-Arts. Elle a le risque d'être refusée. Elle va gagner des prix qu'on va pas pouvoir lui attribuer sur scène. Elle va être douée d'un tel art, le fait de ne pas pouvoir l'exercer au grand jour, ça va la ronger. C'était beau, je m'attendais à plus parce qu'on en avait vendu beaucoup, mais j'étais tellement touchée par le parcours de cette femme, par la fin. C'est un livre que je vous conseille. Ça m'a un peu fait penser au spectacle Clara Askill que je vous avais évoqué dans le bilan culturel du mois précédent. Les parcours de ces femmes sont assez analogues. J'ai été très heureuse de découvrir ce livre qui m'a quand même beaucoup plu. J'ai lu un livre qui était un envoi de l'Iconoclaste et je les remercie. Il s'agissait de l'Iconopop, des choses sans importance, de Lilia Hassen qui est journaliste. L'Iconopop, c'est une collection particulière chez l'Iconoclaste qui publie des recueils. Elle revient sur son adolescence, sur la maltraitance qu'elle s'est infligée, ses relations à son corps, c'est parfois dur. C'était assez plaisant sur un registre que j'ai pas du tout l'habitude de voir, de lire. Et ça vaut le coup. De toute façon, l'Iconoclaste et l'Iconopop font vraiment du travail de qualité. Ensuite, j'ai enfin terminé le livre audio que j'ai lu grâce à Nextory. Ensuite, j'ai enfin terminé le livre audio que j'ai écouté grâce à Nextory. Nextory, c'est donc l'application dont vous avez déjà entendu parler dans d'anciennes vidéos. Tout le bleu du ciel, c'est donc un livre de Melissa d'Acosta, son premier. J'en ai beaucoup entendu parler de cette autrice. Elle est portée au nu partout. Elle a notamment ressorti un ouvrage cette année. Il me semble que c'était également au mois d'avril. Dans Tout le bleu du ciel, on va suivre un homme qui est diagnostiqué comme ayant une sorte d'Alzheimer précoce. Et il sait que d'ici quelques mois, il va donc ne plus se rappeler de rien et devenir quasi dément. Sur un coup de tête, il va décider de poster sur un site une annonce disant « Voilà, j'ai un camping-car et je cherche quelqu'un qui puisse m'accompagner à travers mon parcours dans la France. » C'est un livre qui est extrêmement long, je crois que la version papier fait près de 850 pages, ce à quoi je n'étais pas préparée, donc du coup j'ai préféré l'écouter. Et il va faire la rencontre de la seule personne qui lui répond et qui va partir avec lui sur la route. Ils sont très distancés, ils se croisent au début et ils ont du mal à se supporter. Et au fur et à mesure, ils vont se rapprocher, ils vont devenir amis, ils vont créer une relation, ils vont parcourir des villes, ils vont revenir sur leurs pas malgré eux. Ils vont voir aussi tout ce qui se passe à cause de la maladie d'Émile et ça va les rattraper. Et à la fois, ils vont devoir faire avec. Et je trouve que c'était très bien traité. Après, le seul point négatif, c'est que les premiers chapitres ont été assez difficiles pour me mettre dedans. Parce que je n'étais pas spécialement fan de la voix du lecteur. Je ne sais pas s'il se lit rapidement, mais il est déjà long oralement et heureusement qu'au fur et à mesure, je me suis faite petit à petit à ce ton. Je pense que le texte est assez plaisant, malgré tout ça reste un roman simple, mais suivre cette histoire a été une route assez charmante. Et enfin, grâce à la bibliothèque de mon quartier, encore une fois, Le silence des étoiles. On va suivre une dessinatrice, une illustratrice qui est en fait Sanaka et qui est plus ou moins perdue dans sa vie, qui n'arrive pas à aller au bout de ses factures, qui n'arrive pas à payer son loyer, qui ne veut pas avoir de contrat avec des adaptations de scénarios sur papier parce qu'elle les trouve mauvais. C'est surtout depuis qu'elle n'est plus en couple avec le jeune homme qu'on va rencontrer dans les 2 premiers chapitres, qui disparaît du jour au lendemain. Et elle va avoir du mal à faire avec sa vie, elle va avoir du mal à joindre les 2 bouts.
et un jour elle va plus ou moins se réveiller et elle va reprendre sa vie en main, elle va commencer à dessiner, elle va faire le tri dans son appartement. C'est une BD qui est quand même relativement courte malgré son épaisseur et j'ai été totalement happée en fait par les dessins. J'ai adoré suivre Sanaka à travers son parcours de dessinatrice, à travers cette mise sur papier de sa propre vie. Je vous conseille cette bande dessinée qui est quand même sortie il y a quelques temps dans les éditions La Ville Brûle. Je passe aux créatrices. J'ai découvert la chaîne de Misère Pourpre qui parle de lecture, qui est géniale. J'ai été happée par l'une de ses miniatures parce qu'elle ressemble étonnamment à quelqu'un que je connais. Elle parle de ses lectures classiques, plus contemporaines, fantasy, du dystopie, de l'international. J'adore son ton. Elle est drôle, elle est intelligente dans sa critique. On a souvent des avis assez communs. Donc, je vous conseille d'aller voir sa chaîne qui, à mon sens, n'a pas assez d'abonnés au vu de son travail de qualité. J'ai binge-watché les vidéos de Growing Ananas, qui est une chaîne de fitness en quelque sorte, mais relativement doux. Si vous voulez vous essayer. Et enfin, j'ai découvert la mini-série de Justine Lossa et Léa Rouault qui s'appelle Baltringue, que Justine a sorti sur sa chaîne. Elle avait déjà parlé de Baltringue qu'elle était en train de préparer. J'ai pu la regarder. J'aime beaucoup ces petits épisodes. Vous pouvez aller voir sa chaîne, vous pouvez aller voir tous les épisodes qui se suivent au fur et à mesure. C'est vraiment très plaisant. Au niveau des podcasts, j'ai écouté le podcast de Pop Strips sur YouTube, Chine, et elle va parler de sa vie, de sa relation amoureuse, de sa rupture, son stage, la tristesse, de sa vie à Paris, du changement qu'elle a eu entre Lille et Paris. C'est une créatrice que je suis depuis plusieurs années maintenant et j'aime bien ce format podcast. C'est assez similaire aux contre-soirées de Anna Ever. Et j'ai découvert vraiment à la toute fin du mois À Cœur Ouvert, qui est là encore un podcast plus ou moins journal intime. Il y a notamment des épisodes sur, c'est par exemple les complexes, la peur de l'échec, la relation encore en étant noire. Je lis une lettre à la moi de 13 ans, j'aime être seule. C'est vraiment une relation de l'intime à l'intime et ça permet aussi de mettre en parallèle sa vie et celle de quelqu'un d'autre. Enfin, je vous parle brièvement de l'exposition que j'ai vue au MAD, qui était l'exposition 80, mode, design et graphisme en France. On repasse beaucoup de créateurs, beaucoup de créatrices, on repasse des meubles, on repasse du mobilier, on repasse des vêtements. On voit toute cette époque à travers les créations de l'époque. Le MAD, c'est mon musée préféré à Paris et c'est vraiment un havre de paix. Quand je ne sais pas où aller, quand ça va pas trop, j'y suis allée le dernier jour, malheureusement, donc vous ne pourrez plus vraiment aller voir cette exposition. C'était une exposition qui valait vraiment le coup et je vous conseille de regarder toutes les expositions qu'ils sortent. Je parle très très vite maintenant parce que je vois ma batterie qui est à 2 doigts de s'arrêter. J'en ai fini pour le bilan culturel d'avril. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, je vous laisse aimer, commenter, venir me parler sur Instagram et le reste de mes réseaux sociaux qui seront en barre d'infos. Le lien Nextory est encore en barre d'infos. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao!